La question de mon titre est rhétorique. Je ne vais pas directement répondre à cette question parce que ça reste une question un peu normative avec des jugements de valeur aussi, hein. C'est pas que des aspects objectifs dans la réponse, donc je ne vais pas directement répondre. Par contre, je vais aborder d'autres questions et répondre à d'autres questions dans ma présentation. La première question est la question théorique de base. Existe-t-il une mesure objective de l'inflation? Et je vous donne la réponse tout de suite. C'est non, ça n'existe pas. La deuxième question est la suivante. La mesure qu'on utilise, la mesure officielle, est-elle biaisée? Et la réponse est oui, elle est biaisée. Je vais démontrer pourquoi. Euh, la troisième question, existe-t-il des formes d'inflation différentes qu'on ne considère pas dans les mesures officielles? Et là aussi, très clairement, c'est oui. Et la quatrième question, une question normative, l'inflation est-elle néfaste? Et ma réponse est oui aussi, et je vais donner quelques raisons pour laquelle on peut considérer que l'inflation est vraiment néfaste. Donc voilà, c'est déjà la conclusion de ma présentation et c'est un peu ma stratégie pédagogique. Quand je donne des cours à l'université, je donne les conclusions au début et comme ça, les étudiants peuvent s'endormir au bout de 5 minutes. Ils ont tout compris. Alors, première question, existe-t-il une mesure objective, un indice objectif de l'inflation? Tout d'abord, il faut savoir que la BCE, la Banque centrale européenne, ou la politique monétaire, cherche à à générer un taux d'inflation de 2%. Donc, ils veulent que les prix en moyenne augmentent de 2% par an. Et la question est évidemment, est-ce qu'on a un indice qui mesure cette inflation d'une manière objective? Euh, L'indice qui est utilisé, c'est l'indice IPCH, indice de prix à la consommation harmonisé. Et il y a une simple raison théorique pour laquelle on peut dire que on peut pas vraiment mesurer l'inflation objectivement. C'est pas seulement une critique de cet indice en particulier, mais de tous les indices imaginables. Et le problème fondamental, c'est ce que les économistes appellent des effets de substitution. Ça veut dire que les gens, nous, en tant que consommateurs, on change notre comportement de consommation au fil du temps. Donc, on substitue certains produits par d'autres. Et cela a pour effet qu'on ne peut pas vraiment objectivement fixer le panier ou les poids qu'on donne aux biens individuels qui entrent dans le panier. Pour illustrer ce problème, je vais vous donner un exemple très simple. On imagine deux biens et les prix de ces deux biens changent d'une année à l'autre. Donc, imaginons qu'on a des médaillons de veau où il y a une inflation, une augmentation de prix de 25%. Et on a les bâtonnets de tofu où il y a une inflation de uniquement 5%. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer un taux moyen d'inflation? C'est ça la question. Et les statisticiens, ils regardent normalement dans ce cas la distribution des dépenses. Alors, quelle est la part de dépenses totales qui est dépensée pour le veau et le tofu? Donc, imaginons que pendant la première année, la distribution est 50%, 50%. Donc, la moitié de l'argent est dépensé pour les médaillons de veau, l'autre moitié pour les bâtonnets de tofu. Dans ce cas, on peut calculer un taux d'inflation moyenne qui est juste la moyenne simple, hein. On donne un poids de 50%, 0,5 à chaque augmentation de prix. Donc, on a une augmentation moyenne de 15% dans ce cas. Mais parce qu'on a des effets de substitution, normalement, l'année prochaine, pendant la deuxième année, la distribution change. Et on peut avoir, par exemple, une distribution de
25% et 80%. Donc, parce que le veau est beaucoup plus cher maintenant, il y avait une augmentation de 25%, peut-être les gens substituent et achètent davantage de tofu. Donc maintenant, 80% de dépenses, 80% d'argent est dépensé pour le tofu. Donc on donne une pondération différente dans ce cas et on obtient un taux d'inflation différent. Maintenant, le taux est uniquement de 9%. Et ce sont les deux indices de base qu'on appelle l'Asperes, le premier, et Pasch, le deuxième. Et les deux sont tout à fait plausibles, mais ils nous donnent des résultats différents et on ne peut pas décider dans la pratique quel est le bon indice, quel indice nous donne la bonne mesure d'inflation. Ça peut être quelque chose entre les deux, on ne sait pas. Donc on ne peut pas faire mieux que ça, normalement, en pratique. Bien sûr, si on a un modèle théorique avec des fonctions d'utilité et tout ça, dans ce modèle, on peut calculer un taux d'inflation exact. Mais en pratique, on n'a que ce genre d'informations et on ne peut pas calculer, on peut pas faire mieux que ça. Donc peut-être vous vous dites maintenant que voilà, c'est un exemple un peu simple et réaliste, mais je vais vous donner un autre exemple, un exemple réel qui montre que ce genre de changement de poids dans l'indice est vraiment important. Et c'est un exemple d'Allemagne. Donc, si on regarde le IPCH, on a 12 sous-indices et chaque sous-indice a un poids qui correspond à la part de dépenses totales des ménages moyennes. OK? Et il y a un sous-indice qui est particulièrement important, c'est le sous-indice 4 pour les logements, l'électricité, l'eau, gaz et les autres combustibles. Et historiquement, c'est le sous-indice le plus important, avec le poids le plus élevé. Donc en Allemagne, le poids de ce sous-indice pendant les dernières années était toujours au-dessus de 20%, même 25%. Et en 2023, le Bureau fédéral de la statistique allemand a décidé de réduire le poids de ce sous-indice de 25,2% à 16,5%. Donc, ils ont réduit le poids de ce sous-indice d'un tiers. C'est considérable d'une année à l'autre. Et on peut se demander pourquoi. Peut-être une raison derrière était que le taux d'inflation de ce sous-indice était le plus élevé parmi tous les sous-indices. Donc, on avait pour le sous-indice 4, on avait un taux d'inflation de 13,9%, qui est 5 points de pourcentage plus élevé que l'inflation moyenne. Donc là, maintenant, on a décidé de réduire le poids et par conséquence, on a réduit le taux moyen d'inflation en Allemagne. En fait, on a a posteriori réduit le taux d'inflation par 1 point de pourcentage pour l'année 2022. Les pourcentages de vote, alors, comment ils ont évolué? Les pourcentages de vote en conséquence, ils ont évolué comment? Bon, il n'y avait pas de justification pour cette décision. Donc, ça veut dire maintenant que le Bureau fédéral de la statistique suppose que le ménage moyen dépense uniquement 16,5% de son revenu pour le logement, l'électricité, l'eau, le gaz et des autres combustibles. C'est ça l'hypothèse, qui me semble complètement irréaliste, mais c'est peut-être juste moi. Déjà, je pensais déjà que 25%, c'est probablement trop faible. Pour beaucoup de ménages, c'est pas suffisant. C'est pas, euh, c'est pas la réalité de beaucoup de ménages, je dirais. Mais vous voyez que, voilà, ce genre de changement de poids est vraiment important en pratique aussi. C'est pas uniquement mon petit exemple avec le veau et le tofu. On voit ça vraiment dans les données. Et le Bureau fédéral de la statistique n'a pas vraiment justifié ce choix. Ils ont dit que maintenant, on a des meilleures données, on a des meilleures méthodes. C'était ça.
dans la communication officielle, ils ont dit que voilà, on a des meilleures données maintenant. On sait mieux maintenant. Et peut-être c'est le cas, mais si c'est le cas, apparemment les chiffres avant étaient biaisés, hein. Dans tous les cas, il y a des problèmes et ce n'est pas objectif ce qu'on mesure là. Ok, la deuxième question, est-ce que l'indice est biaisé? Alors déjà, on peut dire peut-être il est biaisé. On ne sait pas exactement dans quelle direction. Mais il y a d'autres raisons, il y a un autre problème fondamental qui montre que probablement le taux officiel sous-estime l'inflation. Donc il est vraiment biaisé et c'est à cause de changements de qualité. Donc hein, les biens qui entrent dans le panier ne restent pas les mêmes au fil du temps, ils changent. Il y a des changements de qualité, il y a des améliorations, il y a des détériorations de qualité. Et les statisticiens maintenant cherchent à ajuster les chiffres pour ce changement de qualité. Et je vais vous donner un autre exemple pour illustrer ça. Donc, supposons qu'on a un ordinateur XY2000 qui coûte 1000 euros. Il est remplacé par un nouvel modèle, XY2001, qui coûte 1200 euros. Normalement, on a des améliorations de qualité dans ce genre de biens, hein, pour les portables, pour les ordinateurs, pour les télés, tout ça. Et on peut supposer, par exemple, que les statisticiens estiment la valeur monétaire de ce changement de qualité, de cette amélioration de qualité, par des analyses de régression. Et ils trouvent qu'en moyenne, l'amélioration de qualité correspond à 150 euros. Et maintenant, on a deux chiffres d'inflation, un chiffre non ajusté et un chiffre ajusté. Donc, sans ajustement, on a un taux d'inflation, une augmentation de prix de 20%. Et avec l'ajustement, on a une augmentation de 5%. Maintenant, quel est le problème ici? Le problème, c'est que euh, normalement, dans les statistiques officielles, ils considèrent les améliorations de qualité, mais ils ignorent les détériorations. Et c'est pour des raisons très simples. Parce que quand on a une entreprise qui vend un bien, il y a une amélioration, ils vont communiquer cette amélioration. C'est souvent mesurable, ils vont dire que voilà, cet ordinateur, il est beaucoup plus puissant, voilà. Et c'est quantifiable souvent, et on peut effectivement utiliser ce genre de données dans des analyses de régression pour estimer la valeur monétaire. On va jamais trouver la vraie valeur, mais on peut faire ça. Par contre, hein, s'il y a une détérioration de la qualité, bah, le producteur, le vendeur va le cacher. Hein, c'est pas du tout visible pour les statisticiens. C'est pas aussi visible que les améliorations. Donc, très souvent, on ignore les détériorations, on corrige pour les améliorations, et comme ça, on crée une distorsion de l'indice. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut soupçonner que le IPCH est biaisé. Là, je vais vous montrer quelques données. Ici, on a, depuis l'introduction de l'euro, la masse monétaire M1 dans la zone euro. Donc, on a une augmentation considérable de la masse monétaire. Elle a augmenté jusqu'au pic en 2022 par un facteur de 6. Si on compare avec cette évolution de la masse monétaire, l'IPCH, où le taux de croissance réelle, on voit qu'il y a un écart énorme. Donc, on a une augmentation de la masse monétaire qui est beaucoup plus forte que la croissance réelle, mesurée par le produit intérieur brut, ou l'IPCH.
Et on dirait normalement, si l'IPCH est une bonne mesure de l'inflation, elle doit être un peu plus élevée. On peut expliquer cette différence par d'autres causes. Peut-être il y a une demande plus forte pour la monnaie, une demande de rétention. Donc, la BCE crée de la monnaie et les gens juste gardent la monnaie. Dans cette situation, bien évidemment, la monnaie ne peut pas euh, augmenter les prix si la monnaie n'est pas dépensée. Mais c'est quand même, ça suffit pas vraiment pour expliquer la totalité de cette différence. Parce que si on pense que nous sommes dans une économie inflationniste, hein, il y a un taux d'inflation continu, environ 2%, on a une incitation de dépenser notre argent plus rapidement et pas garder l'argent. Hein, on suppose exactement le contraire. On ne suppose pas que la demande de rétention va augmenter. Donc, juste ces données empiriques nous donnent une autre raison pour laquelle on peut soupçonner que probablement il y a un problème avec l'IPCH. Il ne mesure pas euh, vraiment l'inflation générale dans l'économie. Ok. Donc, existe d'autres formes d'inflation? Et on peut dire oui, évidemment. Si on regarde l'IPCH, qu'est-ce qu'il fait? L'IPCH, c'est l'indice de prix à la consommation harmonisé. Donc, il considère les dépenses privées pour les biens de consommation euh, dans le présent, hein, actuel. Donc, l'indice n'inclut pas des biens futurs, des actifs. Il n'inclut pas des biens publics ou des biens qui sont achetés par l'État. Hein, ce sont les deux catégories qui ne sont pas considérées dans l'indice. Et c'est exactement dans ce deux domaines qu'on observe une inflation surproportionnée. Donc, je vais encore vous montrer quelques données. Ici, pour les actifs, j'ai pris les, les prix immobiliers en France. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de sous-indice 4 pour le logement, mais sous le terme logement, l'indice inclut uniquement les loyers qui sont ici en bas. Ce sont les loyers, l'évolution des loyers. Les prix de logement, les prix d'achat ne sont pas inclus dans l'indice. On a les prix d'achat ici. Depuis l'introduction de l'euro en France, les prix de logement en moyenne ont presque triplé. Ce n'est pas inclus dans la statistique officielle, mais c'est une inflation considérable. Bien évidemment, dans les grandes villes comme Paris, c'était encore pire. Mais ça, c'est la moyenne pour la France entière. Donc, on a une différence considérable entre le taux moyen. Le taux moyen d'inflation de prix immobilier était à 4%. Ça, ce n'est pas inclus dans la statistique officielle. Les loyers sont plus ou moins contrôlés. Il y a souvent des contrôles prix explicites ou implicites. Donc, ça fait que les loyers n'augmentent pas aussi vite. Et les loyers sont inclus dans l'indice. Donc, voilà, une raison pour laquelle on peut dire que l'IPCH n'est pas une réflexion de l'inflation générale dans l'économie. Un autre aspect, les biens publics, donc les dépenses d'État, ne sont pas inclus dans l'indice. Quel est le prix qu'on paye en tant que citoyen pour les biens publics? Ce sont des impôts. Donc, si on regarde pour l'Union européenne les recettes fiscales et compare les recettes fiscales à l'IPCH, on voit que les recettes fiscales augmentent beaucoup plus vite. Ça veut dire, on peut interpréter ça comme une augmentation du prix total pour les biens publics euh, qui, qui est beaucoup plus grande que
l'inflation mesurée par l'IPCH. Hein, donc, c'est presque double. On a 3% d'augmentation pour les recettes fiscales et dans l'Union européenne, uniquement 1,7% en moyenne pour l'IPCH. Donc, on peut dire que dans les biens publics, il y a une inflation surproportionnée aussi, qui n'est pas inclue dans l'IPCH. Alors, maintenant, l'inflation est-elle néfaste? Est-ce qu'elle est problématique? Euh, et je dirais que oui, et je vais vous donner trois raisons. La première raison, c'est que l'inflation ou une économie inflationniste tend à réduire le taux de croissance à long terme. Il est correct qu'on peut stimuler l'activité économique à court terme avec de la politique monétaire expansionniste, mais à long terme, on a l'effet inverse. À long terme, l'inflation tend à diminuer le taux de croissance réel. Pourquoi? Parce que il n'y a pas seulement des changements de comportement de consommation, mais aussi de comportement d'investissement. Si on a une économie inflationniste, euh, on va davantage euh, s'engager dans des investissements spéculatifs qui visent des augmentations de prix. On va acheter une maison, un appartement à Paris en espérant que le prix va augmenter. Et c'est sûr que le prix va augmenter, il faut juste attendre un peu de temps. Et on va pas investir d'une manière productive. Donc, on achète des actifs qui existent déjà à la place de produire des nouveaux actifs. Et on n'a pas des investissements dans le stock de capital de notre économie, on a moins de ça. Mais ça, c'est la condition nécessaire pour générer de la croissance réelle. Donc, à long terme, à cause de ce changement dans le comportement d'investissement, on a une réduction du taux de croissance. Il y a des gens qui disent que c'est bien d'avoir moins de croissance réelle, euh, mais à mon avis, ça cause beaucoup de problèmes au niveau de la société, parce que si on n'a pas de croissance réelle, la politique ne peut plus donner à un groupe sans, euh, sans réduire le bien-être de notre groupe. Si l'économie réelle augmente, il est possible, au moins en principe, que tout le monde est dans une meilleure situation. Mais s'il y a pas de croissance réelle, ce n'est plus le cas. Deuxième point, c'est que l'inflation tend à euh, augmenter les inégalités. On a une inflation surproportionnée sur les marchés des actifs et c'est bénéfique, bien évidemment, pour tous les gens qui possèdent déjà ces actifs. Pour les gens qui n'ont pas des actifs encore, c'est problématique, hein, parce que l'écart entre les pauvres et les riches augmente. Donc, on a des inégalités augmentées. Le troisième point est lié à ça. Euh, L'inflation tend à réduire la mobilité sociale. La mobilité sociale est compromise par l'inflation pour les mêmes raisons. Hein. Si on a une augmentation des prix actifs, tous ceux qui n'ont pas encore des actifs, pour eux, ça devient de plus en plus difficile d'acquérir des actifs. Hein. Si les prix d'actifs augmentent plus vite que les revenus, surtout les revenus de travail, les salaires, c'est problématique pour beaucoup de ménages en France, en Allemagne, en Europe et partout. On a les mêmes problèmes au Japon, on a les mêmes problèmes aux États-Unis. Je voudrais illustrer ce dernier point par une autre statistique. Euh, ici. Euh, Ici, on a le rapport patrimoine-revenu pour la France. Et on voit que, voilà, avant l'introduction de l'euro, ce rapport était à 3,5
ça veut dire que la valeur monétaire de tous les actifs en France était 3,5 fois plus élevée que le revenu annuel de la population française pendant les années 90. Après, on a l'introduction de l'euro. On a vu déjà qu'on a eu une augmentation des prix des actifs surproportionnée et ce rapport entre patrimoine, entre richesse et revenus augmente considérablement. Maintenant, en 2022, on est à 7. Donc maintenant, la valeur monétaire de tous les actifs est 7 fois plus élevée que le revenu annuel en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on peut euh, faire une petite calculation. Dans les années 90, quand le rapport était à 3,5, si on suppose une personne qui gagne un revenu moyen, qui n'a pas encore des actifs, qui commence à zéro, et qui épargne 10% de son revenu, ça va prendre 35 ans pour atteindre la moyenne de la société au niveau de richesse. 35 ans. Donc ça, on peut faire ça dans une vie, c'est possible. Si le rapport est à 3,5. Si le rapport est à 7, comme aujourd'hui en France, ça prend 70 ans, sous les mêmes conditions. Revenu moyen, taux d'épargne de 10%, ça prend 70 ans pour atteindre le niveau moyen de la société au niveau des richesses. Donc là, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il faut soit gagner plus que la moyenne, ou, il faut avoir un revenu plus élevé, ou il faut épargner plus. En tout cas, la société, la mobilité sociale ascendante est compromise. Ça devient plus difficile d'atteindre la moyenne de la société sous ces conditions. Voilà une deuxième série de données que j'avais montré tout à l'heure. C'est le prix des logements en France et c'est très étroitement corrélé avec avec ce développement. Alors, on peut supposer que peut-être les Français ont construit beaucoup plus de maisons pendant cette période et c'est pour cette raison que le patrimoine a augmenté beaucoup. Mais en fait, non, derrière cette évolution, derrière ce développement, il y a l'inflation des prix des actifs, surtout des prix immobiliers. Ils font augmenter le rapport patrimoine-revenu. Donc, voilà, j'ai répondu à mes 4 questions. Il n'existe pas de mesure objective de l'inflation. Un résultat théorique. Il y a des bons arguments pour croire que l'indice officiel est biaisé. Une raison, ce sont des changements de qualité et des ajustements qui sont faits par le Bureau fédéral de la statistique. L'autre argument est que beaucoup de biens où on observe un taux d'inflation surproportionné ne sont pas inclus dans l'IPCH. Et la quatrième question, l'inflation est-elle néfaste? Ça dépend de la perspective, mais à mon avis, c'est très problématique que l'inflation tende à diminuer la croissance réelle et augmente les inégalités et réduit la mobilité sociale ascendante. Ce sont, à mon avis, 3 arguments pour lesquels il faut battre contre la politique monétaire expansionniste si on cherche à préserver nos libertés, y inclut les libertés économiques. Merci.